Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Une semaine justement marquée essentiellement par les réactions politiques liées au scandale du Panama Papers. On commence tout de suite avec Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, qui épingle une Europe impuissante conduite par Jean-Claude Juncker. Je crois que l'Union européenne se révèle à la fois impuissante et sans volonté politique, évidemment, dans ce domaine, puisque je vous rappelle quand même que la Commission européenne est présidée par M. Juncker, qui a été pendant très longtemps le Premier ministre d'un paradis fiscal, en l'occurrence le Luxembourg. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait une volonté de combattre ces évasions fiscales. Moi, ce que je crois, c'est que la question des frontières se pose. La question des frontières se pose pour les flux migratoires, mais elle se pose aussi, les frontières virtuelles, vous voulez dire? Oui, bien sûr, pour les flux de capitaux. À propos de frontières, justement, les renvois de migrants de Grèce vers la Turquie ont commencé et dans le même temps, explosion de flux de clandestins à la frontière franco-italienne. À Menton, plus 60% depuis le début de l'année. On n'arrive pas à juguler ce flux. Les policiers et les gendarmes sont sur les gares et les aéroports, affectés à la surveillance des gares et des aéroports. Donc qu'est-ce que vous préconisez ? Le contrôle des frontières, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que... Non mais ça ne va pas suffire. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer l'armée, par exemple, parce que... Mais aujourd'hui, nos moyens policiers et douaniers ont largement été affaiblis. Là aussi, Nicolas Sarkozy porte une très lourde responsabilité. Il est évident que les quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui ont été renvoyées de Grèce vers la Turquie, c'est absolument dérisoire, puisqu'en comparaison, on a eu 1 million de personnes en 2015 qui sont arrivées sur le continent européen. Depuis le début de l'année, il y en a déjà des centaines de milliers. Donc on voit bien qu'on est face à une véritable submersion, une immigration qui a été clandestine, dont les motivations premières sont économiques, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire? Qu'est-ce que vous en faites de ces migrants? Écoutez, moi je crois qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Je crois qu'on n'a rien à leur offrir. On ne peut pas accepter l'attitude de la Turquie qui consiste à faire du chantage et qui consiste à laisser passer ces flux d'immigration vers l'Europe sans aucun contrôle. Il est temps de retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, de faire des contrôles systématiques. C'est extrêmement lourd, ça nécessite des moyens importants, mais c'est le seul moyen aujourd'hui d'assurer la sécurité des Français, parce qu'on l'a bien vu, les terroristes, ils passent par les filières de l'immigration. Vous parlez de sécurité, encore un règlement de compte à Marseille ce week-end, 3 morts, 3 blessés. Patrick Menucci, député socialiste, demande la dépénalisation du cannabis pour pouvoir lutter contre ce trafic et contre les problèmes de délinquance. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je crois que c'est totalement irresponsable comme propos, parce qu'on sait très bien que plus on va dans le laxisme, plus l'impunité est généralisée pour les délinquants et pour les criminels, plus les trafics se développent et plus on aura évidemment des actes délictuels et criminels sur notre sol. Mais ça pose le problème des zones de non-droit. Les zones de non-droit, on en a parlé, c'est effectivement les très nombreux quartiers qui ont toutes les similitudes avec Molenbeek, où les barbus font la loi. Marseille, c'est Molenbeek? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des quartiers où ce sont les barbus ou les dealers qui font la loi, mais ce ne sont plus les lois de la République qui s'appliquent. Est-ce qu'on envoie enfin les forces de l'ordre, y compris même les forces armées? Vous êtes pour l'armée? Je crois que dans comme le demande Samia Ghali aussi, je crois que dans certains cas, notamment pour des opérations ponctuelles, le renfort de l'armée en soutien à la police est nécessaire. On a un certain nombre de ministres qui, à défaut de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, font au moins un constat lucide. Évidemment, notre système judiciaire aujourd'hui se révèle totalement défaillant. Jacques Urvoas parle surtout d'argent, justice à bout de souffle, on n'a même pas de papier pour les mais imprimants. c'est le même sujet. Il faut établir des moyens importants dans les fonctions régaliennes de l'État. C'est vrai dans la police, ça l'est également dans la justice. Et puis il faut mettre fin à tout un système de justice politisée, parce que c'est le problème du syndicat de la magistrature, qui a un poids absolument considérable, avec des juges qui s'érigent en contre-pouvoir politique, qui ont souvent des interprétations extrêmement laxistes du code pénal, qui fait que celui qui devrait passer 10 ans derrière les barreaux, il est condamné à 3 ans de prison, et ensuite on lui met un petit bracelet autour de la cheville, et il sort aussitôt, c'est-à-dire qu'il ne purgera aucune peine. Et évidemment, de fait, ça n'est plus un simple sentiment d'impunité, c'est une impunité réelle dont bénéficient les délinquants et les criminels, et ce qui les amène à recommencer. Et donc on a une justice qui est aujourd'hui totalement saturée et qui n'arrive plus à assumer sa mission. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence, c'est de mettre hors d'état de nuire de façon effective les délinquants, les criminels, s'agissant des terroristes, de ceux qui participent de ces filières islamistes, eh bien,
il faut soit les mettre en prison, soit les mettre dans les charters. Vous êtes rendu à Tours il y a 4 jours pour dire non à l'ouverture d'un centre de déradicalisation. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable à choyer avec l'argent public, l'hébergement, la nourriture, l'encadrement, les psychologues, des gens qui participent de ces filiales djihadistes. Après les attentats de Bruxelles, Xavier Bertrand a dit que s'il avait été député en 1981, il n'aurait pas voté l'abolition de la peine de mort. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, mais surtout, je constate qu'il y a, comme toujours, quand il y a des séquences, des moments comme ça où il y a des actes de délinquance, de criminalité, on se retrouve avec un certain nombre de non, mais ça fait d'élus débat au Front National qui font de la surenchère. Mais nous, ce que nous disons, c'est que la peine de mort est la clé de voûte du système judiciaire et que ce qui est très grave dans l'abolition de la peine de mort en 81, c'est pas seulement la question de la peine capitale, c'est la question de l'effondrement de l'ensemble de l'échelle des peines qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de perpétuité réelle dans notre pays. Mardi, après les révélations autour du scandale des Panama Papers, c'est un satisfecit accordé au gouvernement par Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, qui juge en effet que ce gouvernement a été ferme dans la lutte contre la fraude fiscale. Sur la chasse aux fraudeurs au plan fiscal, c'est ce gouvernement qui a été le plus ferme dans son action, également au niveau européen et au niveau international, parce que la France est très présente dans les négociations, justement, qui doivent permettre d'amener la disparition des paradis fiscaux. Mais on voit bien que tous les pays doivent être embarqués. C'est pas évident parce qu'on a vous des pays au cœur de bien sûr au cœur de l'Europe qui ont des paradis fiscaux, dont un pays que je connais très bien parce que j'y ai habité pendant longtemps, qui est le Royaume-Uni. Là, cette transparence, c'est les journalistes la source, c'est les journalistiques, elle n'est pas gouvernementale. Non, mais politique. Elle vient de ce qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte. Il se trouve que dans sa loi, Michel Sapin va insérer un statut protecteur des lanceurs d'alerte. Et dans mon texte, qui est présenté au Sénat dans 3 semaines, il y a un statut pour les lanceurs d'alerte informatiques, des gens qui découvrent des failles informatiques et qui ne seront pas poursuivis pénalement s'ils les révèlent aux organisations concernées. Comment concilier justement cette liberté d'Internet et des lanceurs d'alerte dont vous avez parlé, et je sais que vous y êtes attaché, et en même temps le contexte dans lequel nous sommes, par exemple pour améliorer le renseignement dans le contexte attentat, terrorisme, etc. Vous n'êtes pas un peu gêné quand même dans cette question-là ? C'est tout à fait conciliable. Il faut simplement que les frontières soient étanches. C'est vrai que quand la loi sur le renseignement a été présentée par le gouvernement, elle a été contestée par une partie notamment des gens de l'écosystème numérique. Mais on se rend bien compte qu'un texte comme celui-là était important pour mettre les frontières, pour connaître les règles applicables. En charge de ce secteur. La loi que je défends, au contraire, elle protège plus encore la vie privée sur Internet, les données personnelles des internautes. Et c'est très important dans un contexte où les services de renseignement ont potentiellement accès à un certain nombre d'informations. Le mouvement de citoyens Nuit debout a passé sa 5e nuit, place de la République. Sur place, quelques centaines de personnes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 70 000 personnes qui suivent les débats sur Twitter. Est-ce qu'on n'assiste pas à une ubérisation de la politique ? Une ubérisation des journalistes aussi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, vous avez vu que c'est par Periscope sur Twitter, qui est un réseau social, que sont diffusées en direct les vidéos prises par des manifestants, qui font qu'aujourd'hui, les manifs, elles sont quasiment virtuelles. Il y avait des e-pétitions, maintenant il y a des e-manifestations. Quand on regarde ces vidéos, on s'y croirait. On a l'impression d'être place de la République en pleine nuit. Ça interpelle les pouvoirs publics, vous avez raison. Donc il y a de l'inquiétude dans le gouvernement. Moi je prends le parti inverse, c'est-à-dire de considérer qu'il faut absolument intégrer ces formes d'expression dans la sphère citoyenne et publique, parce qu'aujourd'hui, elles sont un moyen d'expression comme un autre, et il faut les entendre. J'ai le sentiment, quand on interroge les personnes qui prennent part à ces événements, qu'effectivement, il y a un désenchantement qui est plus large, il y a une désillusion, voire une défiance vis-à-vis des responsables politiques dans leur ensemble. Cette défiance vis-à-vis de François Hollande et du gouvernement. Je veux dire, là aussi, il faut l'entendre. En revanche, on ne sait pas toujours quelles sont les revendications. Je dois dire que je ne comprends pas toujours ce qui est demandé très précisément. Et quand on veut discuter avec eux de la loi El Khomri,
parfois ils n'en connaissent pas le contenu. Donc là aussi, ça doit servir à augmenter la qualité du débat public et du dialogue. Sidéré par une impression de fraude tentaculaire, le sénateur LR du Maine-et-Loire, Christophe Béchu, qui était notre invité mercredi, indique néanmoins que c'est une bonne nouvelle pour nos démocraties. Et je dois dire que, comme tous les Français, on est sidéré des informations qui nous parviennent depuis dimanche soir et qui sont égrenées par la presse et qui donnent cette impression d'un espèce de système de fraude tentaculaire. Alors les premières explications sur mais j'ai rien fait d'illégal, moi mon inclinaison naturelle c'est de penser que quand vous ne faites rien d'illégal, vous n'avez pas besoin de trouver des intermédiaires pour ouvrir un compte dans un autre continent dans lequel il y a une autre devise avec un autre fuseau horaire pour conduire tel ou tel type d'opération. Donc oui, c'est un scandale, mais le paradoxe c'est que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de mesurer que on va de moins en moins vers une protection de la fraude, de l'évasion et de plus en plus vers les moyens de la repérer et ensuite de la combattre. Je suis pour qu'on soit malgré tout pas dans une surréaction médiatique permanente à tout. On est au début d'annonces et de révélations. Avant les sénateurs et avant que chacun dise je vais faire mon enquête dans mon coin, on a des juges, on a des moyens d'investigation, on a la police et je considère que la première responsabilité, c'est pas celle des élus d'aller sur des plateaux de télé pour dire regardez, on est tellement vertueux qu'on va relancer une commission d'enquête. C'est d'abord à la justice classique de faire en sorte de lancer les poursuites avec des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux d'une commission d'enquête parlementaire, n'en déplaise à mes collègues. Le rapport du sénateur Éric Bocquet date de 2012. Dans ce rapport sénatorial, on décrivait donc déjà tous les mécanismes de l'évasion fiscale. Et depuis, on constate, mais rien n'a été fait. Il faut que ce soit les journalistes qui fassent ce travail. Chacun est utile. Je pense que les travaux qui ont été conduits par les chefs d'État et de gouvernement, par les juges, par les parlementaires, ce sont autant d'éléments, autant de morceaux de prise de conscience qui permettent d'aboutir ensuite à la dénonciation d'un système. Dans le contexte de la montée de l'islam radical, Manuel Valls, hier à l'Assemblée, le Premier ministre, pointe du doigt maintenant les salafistes en parlant d'adversaire principal. Est-ce qu'il a raison ? Bon, il y a deux choses. On sort d'un débat qui a été embringué n'importe comment sur la déchéance de nationalité. On est dans la contestation de la loi El Khomri. Que le Premier ministre, dans ce contexte, ouvre un nouveau front, quel qu'il soit, ça me surprend. C'est un nouveau front ou c'est une vraie question ? Ce que je veux dire, c'est que la force des mots et la manière dont il l'a utilisé, il aurait voulu faire diversion par rapport à d'autres sujets d'actualité, il ne s'y serait pas pris autrement. Mais ensuite, sur le salafisme, je pense qu'il a raison de dire qu'il y a aujourd'hui à la fois une menace, un danger et une forme d'intégrisme qui menace. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre, de cette façon, alors qu'il y a d'autres membres du gouvernement, de jeter un pavé de cette manière, avec ces mots-là, dans ce contexte, à ce moment-là, alors que soi-disant le talisman de l'unité nationale et qu'il faut faire en sorte de tous rester les uns près des autres pour mieux combattre les fanatiques de Daesh et de l'État islamique, ce qui me dérange, c'est que ça viendrait d'un commentateur politique. Je le comprendrais. Ça vient du Premier ministre qui théoriquement n'a pas que le magistère de la parole et qui devrait être en capacité de proposer des choses. Et dans le même temps, il nous dit il y a un danger fantastique, c'est le salafisme. Et il refuse la proposition sénatoriale qui permet de vérifier qu'on ne va pas consulter de manière trop régulière des sites qui appellent au djihad ou qui permettent de savoir comment on fabrique des bombes. Là, il y a un problème. On n'entend pas Alain Juppé sur ces questions. Vous êtes l'un des porte-parole d'Alain Juppé. C'est quand même pas un sujet pour la prochaine présidentielle ? À cliver sur la forme plutôt que d'agir sur le fond, on ne récolte pas grand-chose. Ça, c'est la première position qui est celle d'Alain Juppé. Ça vaut dans presque toutes les questions. Quand la politique, c'est des postures, et qu'à l'arrivée, c'est pas suivi des faits, on accroît le divorce avec nos concitoyens, on ne résout rien. Si on se lance dans ce débat, il ne faut pas que ce soit comme le dernier débat qu'on a eu sur l'identité nationale, avec quelque chose qui part dans tous les sens. Moi, ma crainte, c'est qu'à polariser sur cette question identitaire, on oublie qu'il y a une agrégation de plein de choses. Il y a la question économique, il y a la question sociale, il y a les identités que les Français ressentent en fonction de l'endroit où ils habitent, les phénomènes de France périurbaine, il y a le rapport que nous avons à l'Europe, il y a le rapport que nous avons au monde, il y a la transformation de l'économie. Faisons attention à ne pas négliger ce sujet. Il n'y a pas un désir d'alternance aujourd'hui. Et nous en sommes les premiers responsables. Après le spectacle pitoyable de la primaire interne et de la guerre des chefs,
Après, le retour pour remettre de l'ordre dans la maison de Nicolas Sarkozy, les règles, la multiplication des candidatures, on doit être à 12 ou 13 personnes. 12 ce matin, c'est raisonnable, c'est sérieux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce spectacle me désole, mais pour moi, il traduit une chose. C'est que François Hollande a tellement abaissé la fonction présidentielle que tout le monde se dit que c'est possible de ne pas faire moins bien. Emmanuel Macron est plus centriste que socialiste. C'est la réaction de Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, à l'annonce de la création du mouvement En Marche du ministre de l'Économie. C'était jeudi sur notre plateau. Il y a toujours eu en France, au centre, des passerelles entre la droite, le centre-droit, le centre-gauche, et on est dans cette mouvance qui non, mais va Macron, se il peut recomposer. séduire des gens de droite et des gens du centre. Mais séduire pour faire quoi? Pour aller dans un gouvernement de droite ou de gauche? Parce qu'en politique, transpartisan, il y a toujours un moment où il faut choisir. Et probablement que cet épisode correspond à une redéfinition de la gauche, une recomposition de la gauche. Mais Macron est plus centre-gauche, il est plutôt centriste que socialiste. C'est une évidence. Ce qui est important, c'est de constater qu'un ministre en exercice, et pas le moindre d'entre eux, consacre une partie de son temps à s'organiser politiquement, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il me semble que ces problèmes, son domaine, est confronté à une situation suffisamment grave pour qu'il se consacre à autre chose. Et on peut déjà anticiper le nouveau débat qui va déchirer le Parti socialiste, la majorité. Emmanuel Macron va-t-il descendre en marche du gouvernement? Emmanuel Macron, donc, veut débloquer la société, on vient de le dire. Est-ce que la droite ne bloque pas, elle, de son côté, justement, la société? Quand elle refuse, par exemple, de soutenir la loi El Khomri, même rabotée, c'est quand même un premier pas. Et pourtant, comme le dit Jean-Pierre Levalde ce matin dans Les Échos, c'est non, par posture, et parce que, dit-il, on a la droite la plus bête du monde. Vous lui répondez quoi, Jean-Pierre Levalde? Oh, écoutez, je pense que son bilan personnel mériterait qu'on discute aussi avec ce qu'il a fait au cours de sa longue carrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais par rapport à ce qu'il dit là, sur la loi El Khomri. Je vais vous répondre. La loi El Khomri version 1 nous l'aurions votée. La loi qui a été revue aboutit à des solutions qui seront plus lourdes pour notre économie que ce qui existe aujourd'hui. Je voudrais vous parler maintenant des Panama Papers. Vous avez entendu ça depuis le début de la semaine. Emmanuel Macron, encore lui, qui estime que ce n'est pas un délit d'être sur la liste des fraudeurs de Panama Papers. Donc il n'y a pas de mal à aller dans les paradis fiscaux? Que nous soyons unanimes à condamner la fraude fiscale, c'est une évidence. Après, il faut regarder plus précisément chacun des dossiers. Il y a évidemment des fraudeurs, il y en a d'autres qui ont développé probablement des affaires qui ne constituent pas des illégalités avec les lois actuelles. Maintenant, ce que je pense, c'est que la numérisation de l'économie, la numérisation de la finance, la rétraction de plus en plus forte de la monnaie en tant que numéraire, que papier, fait qu'il y aura de moins en moins de paradis fiscaux. C'est une très bonne chose. Je ne connais pas exactement ce qu'a dit Frédéric Ouvéa devant la commission d'enquête. Je ne connais pas le fond non plus sur lequel il s'exprimait. On ne condamne pas comme ça une personnalité qui est une personnalité active de l'économie française. François Hollande, dans le journal Bild, annonce, il donne dans une interview, ce n'est pas en enlevant la nationalité qu'on combat le terrorisme. Rétropédalage? Oui, mais c'est malheureusement l'histoire de François Hollande. Il fait un coup 3 jours après les dramatiques et terribles attentats du 13 novembre, en se faisant applaudir par l'ensemble des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Il vient de nous dire qu'il n'y croyait pas. Il va perdre 3 mois qu'il aurait mieux utilisés en obtenant des avancées concrètes sur le PNR, sur la sécurité elle-même de nos compatriotes. François Fillon l'a dit le week-end dernier, il veut casser la baraque. Pour l'instant, quand on regarde les sondages, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne casse pas vraiment la baraque. Il n'a pas vraiment la baraka. Pourquoi n'arrive-t-il pas à imprimer aujourd'hui? Comment vous l'expliquez? Ce qui me plaît chez François Fillon,
c'est que dès le premier jour de l'élection de François Hollande, il s'est mis au travail. Et il a élaboré un programme, qui est un programme, tout le monde le reconnaît, qui est le plus accompli, qui est susceptible, à mes yeux, de répondre aux problèmes terribles de notre pays. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. On prend l'exemple, par exemple, de la révision constitutionnelle. Maintenant, on parle du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une inflation législative ? Est-ce qu'on ne fait pas travailler les élus pour rien ? Merci. Le grand mal de notre Parlement est qu'il légifère beaucoup trop. Pas de révision constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature ? L'inflation législative est une catastrophe pour notre pays. Quant à la question d'une révision constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur le fond, je suis contre et franchement, nous avons autre chose à faire aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de congrès. Je pense qu'il n'y aura pas de congrès, non. Il n'y aura pas de majorité pour le congrès. Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, qui était notre invité vendredi, s'est dit surpris par l'ampleur, mais pas par les révélations, du scandale des Panama Papers. L'ampleur au niveau mondial peut effectivement surprendre. En ce qui nous concerne, la plupart des informations concernant la France qui ont été publiées jusqu'alors concernent la plupart du temps des situations individuelles que nous connaissions déjà, du moins que nos services connaissaient déjà. Pas de surprise nouvelle à attendre, pas de révélation. Pas attendre. Des choses que vous connaissez. Nous n'avons pas les informations des journalistes. Les journalistes ont clairement indiqué qu'ils ne nous fourniraient pas les informations de façon complète, exhaustive et matérielle. Donc, je le regrette d'ailleurs un peu. Vous le regrettez ? Je le regrette un peu, mais c'est un débat. Vous leur avez demandé, ils ont dit non, point final. Écoutez, c'est une situation un peu bizarre, puisqu'on demande toujours aux services fiscaux, aux hommes politiques, de jouer la transparence. La transparence complète, c'est peut-être aussi d'apporter les informations. Dans quel délai le Panama sera-t-il mis sur la liste noire ? À nouveau ? Quelques jours. Il y a quelques jours. Une petite phase administrative qui est à faire. Il y avait déjà beaucoup de dossiers avec le Panama qui étaient en cours, là ? Oui, ces affaires, plus de 700 affaires, représentaient plus de 4 milliards d'avoirs, et ont donné lieu à des paiements d'impôts et de pénalités, redressements fiscaux. Donc déjà 700 dossiers, il n'y a pas Oui. besoin de jouer les vierges effarouchées, on savait ce qui se passait. Mais vous savez, au total, il y a 45 000 dossiers qui sont traités. Pourquoi attendre les révélations du Monde et des autres journaux pour dire finalement on va les remettre sur la liste noire ? Écoutez, parce qu'on n'est pas toutes les semaines à modifier la liste des paradis. Oui, mais si vous saviez tout cela... La liste des États et territoires non coopératifs. Est-ce que l'État pourrait se retourner contre Frédéric Oudéa et contre la Société Générale ? Je vous ai dit que la CPR contrôlait toutes les banques, y compris bien sûr la Société Générale, y compris les filiales de la Société Générale, y compris au Luxembourg, puisque c'est le cas qui est pointé dans ce que nous avons lu dans la presse. On s'aperçoit que le Parlement a adopté en février une convention fiscale avec Singapour qui favorise 600 entreprises françaises sur place. Singapour reste un paradis fiscal. Est-ce qu'on ne va pas être dans la même problématique ? Est-ce qu'on n'est pas dans la même problématique ? Attendez, il ne faut pas mélanger... Non, mais c'est pour ça qu'on vous demande. Singapour, Panama, je vais vous répondre. Être un paradis fiscal, c'est quoi ? C'est avoir une fiscalité privilégiée. Il y a des pays qui ont des fiscalités plus favorables que d'autres sur différents points. Parfois, c'est les droits de succession, parfois, c'est l'impôt sur les sociétés, parfois, c'est l'impôt sur le revenu. Donc Singapour, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit Singapour a une fiscalité plus favorable sur un certain nombre d'aspects. Ce qui est important, c'est que ça permet à l'ensemble de la communauté internationale. Hier, nous avions rencontré Wolfgang Schäuble à l'occasion du Conseil des ministres franco-allemands. Nous avons évoqué cette question. Nous avons décidé plusieurs choses. Premièrement, de nous transmettre les informations de façon systématique. C'est déjà le cas d'ailleurs, mais à propos de cette affaire notamment, si tant est que l'Allemagne en est plus que nous, ce qui pour l'instant, semble-t-il, n'est pas le cas. Deuxièmement, de pousser à Washington et d'ici, je crois, une semaine ou deux aux Pays-Bas, dans une réunion européenne, l'idée de la transparence améliorée, de la transparence publique accélérée. France et Allemagne sont d'accord, par exemple, sur ce point. Et enfin, j'espère que certains fraudeurs vont prendre un peu peur et vont venir se régulariser. Je crois qu'on a à se concentrer sur le travail que l'on a pour un temps. Personnellement, j'aurais
pas pris d'engagement supplémentaire. Étant en charge et membre du gouvernement, je n'aurais pas pris d'engagement. Dites-moi, Christian Eckert, En Marche, c'est le nom du mouvement. Est-ce que vous adhérez ou pas ? Non, écoutez, moi, Est-ce que vous pourriez adhérer au mouvement d'Emmanuel Macron ? Moi, je suis membre du Parti socialiste et je n'ai pas l'intention de rejoindre d'autres mouvements que celui-là. Christian Eckert, une question concernant la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. On a mis à jour là-bas une situation alarmante. Un stock de dette de 450 millions, 150 millions d'emprunts toxiques. Indique Olivier Chartier, qui est le président de la commission des finances du Conseil régional. Est-ce que vous avez, comme lui, des doutes sérieux sur la sincérité des comptes de cette ex-région? Et Ségolène Royal, qui l'a présidée, est-elle comptable, responsable? Doit-elle s'expliquer? Laissons travailler ceux qui font l'audit de la région. Moi, je n'ai pas scanné. J'ai regardé quel a été le travail de notre administration, des comptables de la région. Il n'y a pas eu de phénomène qui aurait mérité une réaction de notre administration, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Voilà, c'était les meilleurs moments de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne semaine à tous.